Bien, alors, avant de présenter les périodes suivantes du camp de Gurs, en particulier la période d'internement des Juifs pendant la période de Vichy, je vais d'abord vous présenter rapidement les installations du camp de Gurs. L'image que vous avez devant vous, c'est le camp de Gurs tel qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, il ne subsiste de ce camp d'internement que la barrière d'entrée, le poste de garde qui se trouve au niveau de la route qui mène à l'hôpital Saint-Blaise, pour ceux qui connaissent. Et donc il faut imaginer que les baraquements du camp de Gurs se trouvaient au niveau des deux forêts, de part et d'autre de l'allée bitumée centrale, qui est en fait le seul élément d'origine qui subsiste. Une allée bitumée de 2 km qui parcourait l'ensemble du camp. Et de part et d'autre de cette allée bitumée se trouvaient les baraquements où étaient enfermés les détenus. Alors, j'ai choisi de vous montrer la même image du camp de Gurs en 1940. Donc on retrouve le poste de garde et la barrière d'entrée. On devine au fond quelques baraques. Les deux bâtiments que vous avez au premier plan sont des hangars où étaient rangés les véhicules du camp, les hangars Bessonneau. Et ces hangars vont devenir tristement célèbres puisque ce sont dans ces hangars que les Juifs déportés en 1942 et 1943, j'y reviendrai tout à l'heure, ont été regroupés avant leur départ en camion pour la gare de Laurent. Ici, vous avez une image générale du camp de Gurs. Donc l'entrée que je viens de vous montrer sur la photo se trouve ici, du côté de la route d'hôpital Saint-Blaise. L'allée bitumée de 2 km se trouve là. Et donc vous constatez que de part et d'autre de l'allée bitumée, il y avait 6 îlots d'un côté, 7 de l'autre. Donc on peut considérer que l'îlot de Gurs, c'est un mini-camp miniature entouré de barbelés qui comportait 30 baraques. Constatez des îlots qu'il était classé de la lettre A à la lettre M. Et donc, ce camp pouvait héberger jusqu'à 22 000 internés. On trouve dans ce plan également d'autres installations. Les installations de l'administration, j'en reparlerai tout à l'heure. Les quartiers des gardiens, premier, deuxième, troisième, quatrième quartier. Et puis le cimetière de Gurs, qui subsiste aussi aujourd'hui. C'est l'un des seuls vestiges que l'on ait aujourd'hui du camp de Gurs. Donc voilà où ont été internés entre 1939 et 1945 des dizaines de milliers de détenus. Donc Jean-Claude vient de vous parler des premiers internés qui étaient les républicains et les basques. Ces internés vivaient dans des baraques de ce type. Alors ici, vous avez la photo de la baraque qui a été reconstituée par l'amicale du camp de Gurs. Donc je tiens à souligner le travail. Ils font avec peu de moyens un grand travail pour la mémoire du camp. Et donc c'est grâce à leur bénévolat que ces maisons ont été reconstituées. Alors ces baraques de Gurs qui ont été reconstituées à l'identique sont, comme vous le voyez, des baraques de bois qui étaient utilisées comme lieu de cantonnement pendant la guerre de 14, pour les poilus. Ensuite, ces baraquements ont été récupérés et installés au camp de Barcarès, dont a parlé Jean-Claude tout à l'heure. Alors vous constatez que ces baraques sont rudimentaires. Elles sont constituées par de simples voliges qui sont cloués sur la charpente. Les bas-flancs obliques sont ainsi par souci d'économie. Quant à la toiture, eh bien, il s'agit d'une simple couverture de carton bitumé qui n'a pas longtemps résisté au froid, à la pluie et au vent. Alors ces baraques, comme l'a dit Jean-Claude tout à l'heure, étaient destinées à être utilisées de manière très temporaire. Au départ, le camp de Gurs a été fait pour héberger les républicains et il était absolument pas prévu que ce camp dure jusqu'en 1945. Alors il est évident qu'on verra au cours des différentes périodes d'internement, ces installations ont considérablement vieilli, sont devenues rapidement insalubres et n'ont jamais été modernisées. Dernière chose concernant ces baraquements de Gurs, vous constatez qu'il y a des ouvertures
hein, il y en a 6 sur le côté qui constituent donc des fenêtres. Alors ces fenêtres étaient des fenêtres sans vitres, qui étaient fermées uniquement par un volet amovible. Et ça a été un gros problème pour tous les détenus, parce que soit il faisait noir et ils ne pouvaient absolument rien faire, soit les volets étaient ouverts et puis c'était le froid et la pluie qui entraient dans les baraques. Donc il faut imaginer dans chaque îlot de Gurs 30 baraques, une vue de l'intérieur des baraques, une vue d'une baraque en 1940. Ces baraques mesuraient 24 mètres de long, 6 mètres de large. Elles pouvaient abriter jusqu'à 60 détenus. Donc quand 60 détenus étaient dans la baraque, l'espace vital était environ de 70 cm pour chacun des détenus. Donc vous imaginez la promiscuité de vie de ces internés. Bien sûr, il n'y avait absolument pas de place pour ranger les habits, etc. Au départ, il n'y avait pas de meubles de rangement. Donc les habits étaient suspendus aux poutres, aux charpentes, ou alors rangés derrière les bâtiments obliques. Alors heureusement, bien sûr, ces baraques n'ont pas toujours été utilisées à pleine capacité, mais il y a eu des périodes du camp de Gurs, nous verrons notamment pendant la terrible période de 40 et 41 que je vais décrire. Pendant cette période, les baraques étaient surpeuplées et les détenus vivaient dans des conditions épouvantables sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors on peut considérer que l'îlot, on a vu qu'il y en avait 13 de part et d'autre de l'allée centrale, on peut considérer que les îlots sont des camps miniatures qui disposaient de leur propre cuisine, d'une infirmerie, également des lavabos, hein, qui se présentaient de cette manière. Donc c'était des longues auges de bois avec des bacs individuels en zinc qui servaient à la fois pour se laver et pour faire la lessive. Les latrines étaient rudimentaires, des trous dans des planches de bois. C'était les ouvriers de la compagnie de travailleurs espagnols, dont a parlé également Jean-Claude tout à l'heure, qui étaient chargés de la tâche ingrate de vider les contenus des latrines dans des tranchées d'épandage qui étaient au nord-ouest du camp. Donc là, vous avez une image de la compagnie de travailleurs étrangers qui vide le contenu des tinettes, des latrines. Donc des conditions de vie très précaires, d'autant plus, je l'ai dit, que ces installations ont considérablement vieilli. Donc voilà le cadre dans lequel étaient détenus les différents internés de Gurs. Alors Jean-Claude s'est arrêté à la période de mai 1940, alors je vais y revenir, parce que pendant cette période, il y a eu d'autres internés qui étaient classés en fait dans la même catégorie que les Basques. Cette catégorie, c'était les indésirables. Donc, Jean-Claude a bien situé le contexte en mai 1940, c'est la fin de la drôle de guerre, l'armée allemande contourne la ligne Maginot, envahit la France par les Ardennes, et donc à ce moment-là, en mai 1940, on décrète que tous les indésirables, tous les ennemis de la France doivent être internés. Alors parmi ces indésirables, il y a des indésirables français, autrement dit les communistes, les anarchistes, les pacifistes, les syndicalistes. On considère que ce sont des ennemis de la France, même des traîtres à la patrie, parce qu'ils sont favorables au pacte germano-soviétique, et donc dans la mesure où ils sont d'accord avec ce pacte de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS, on considère que ce sont des traîtres qui doivent être internés. Donc en mai 1940, avec les Basques dont a parlé Jean-Claude, des indésirables français, c'est-à-dire des militants communistes et syndicalistes, sont internés au camp de Gurs. Alors à côté de ces indésirables français, il y avait une autre catégorie d'indésirables qui étaient les indésirables étrangers, plus précisément tous les ressortissants allemands qui vivaient en France. En effet, il faut savoir que beaucoup d'Allemands anti-nazis, parfois même de vrais résistants au nazisme, se sont réfugiés en France dans les années 30. Lorsque la déclaration de guerre a été faite, lorsque l'armée allemande a envahi la France, le gouvernement Daladier a décrété que tous les Allemands résidant en France étaient des ennemis potentiels de la France et devaient donc être internés. Donc dans ce nouveau contexte politique, le 15 mai 1940, le gouverneur militaire de Paris, le général Hering, a fait placarder un ordre de rassemblement de tous les ressortissants allemands dans 2 lieux distincts.
le Veldiv pour les femmes et le Stade Buffalo pour les hommes. Le 15 mai 1940, 6000 femmes, on va s'intéresser surtout aux femmes parce que ce sont elles qui ont été internées au camp de Gurs, donc 6000 femmes allemandes se sont rendues spontanément au Veldiv. Alors pourquoi sont-elles rendues spontanément à ce rassemblement? Mais tout simplement parce qu'elles avaient confiance au gouvernement démocratique de la France, au gouvernement Daladier. Elles pensaient qu'elles étaient conviées là pour des vérifications d'identité, etc. Qu'elles pensaient qu'elles retourneraient chez elles le soir. En fin de compte, elles sont restées au Veldiv dans des conditions sanitaires très dures pendant plusieurs journées. Et elles vont être internées, déplacées et internées au camp de Gurs entre le 20 et 30 mai 1940. Alors en plus de ces 6000 femmes allemandes qui se sont rendues spontanément au Veldiv, eh bien d'autres femmes qui ne sont pas rendues au rassemblement ont subi une rafle de la police française et ont été internées de force au Veldiv. Donc cette première rafle du Veldiv est très peu connue. On connaît bien sûr davantage la terrible rafle du Veldiv au moment des déportations, mais ça a été quand même un événement assez dramatique qui a conduit 9971 Allemandes, uniquement des femmes, au camp de Gurs entre le 20 et le 30 mai. Alors comme l'a dit Jean-Claude, à cette époque, le camp de Gurs est quasiment vide. Eh bien, en quelques jours, la population du camp va passer de 1500 à 12 000. Donc vous avez ici une vue du vélodrome d'hiver tel qu'il se présentait en 1940 au moment de l'internement des femmes allemandes. Bien, alors qui sont ces femmes allemandes? Ces 9000 femmes allemandes qui arrivent au camp de Gurs, en mai 1940. Eh bien, Anna Schramm, qui a écrit ses mémoires du camp de Gurs, Anna Schramm était responsable d'îlot au camp de Gurs, a dressé le profil des Gursiennes, de ces Allemandes internées au camp en mai 1940. Parmi ces Gursiennes, la moitié étaient des Juives, réfugiées en France, bien sûr, pour échapper au nazisme. Un quart étaient des ouvrières ou des domestiques qui étaient venus trouver du travail en France dans les années 30, puisque l'Allemagne a connu une très très grave crise économique après la fin de la Première Guerre mondiale, à cause des réparations notamment. Et donc, un certain nombre de femmes allemandes sont venues en France pour y trouver du travail. Enfin, un dernier quart de ces femmes allemandes sont des intellectuels, d'authentiques résistantes au nazisme qui bénéficiaient d'un statut de réfugié. Parmi elles se trouvait Hannah Arendt, qui est considérée, toujours aujourd'hui, comme l'une des plus grandes philosophes du XIXe siècle. Donc, beaucoup d'intellectuels, des résistantes au nazisme. Alors, ces femmes ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles sont militantes anti-nazis, elles luttent aux côtés de Français contre le nazisme, et, sans explication, elles sont internées au camp. De nombreuses libérations vont intervenir pendant l'été 1940, après l'armistice. En effet, le 22 juin 1940, donc c'est l'armistice, et du même coup, l'Allemagne n'est plus considérée par le maréchal Pétain comme ennemi de la France. Donc, les Allemandes qui sont internées à Gurs, non pas pour des raisons raciales, mais uniquement parce qu'elles sont allemandes, n'ont plus de raison d'être détenues au camp de Gurs. C'est la raison pour laquelle le commandant d'Avergne, qui d'après Claude Lahiri a été l'un des chefs de camp les plus conciliants, les plus bienveillants avec les détenus, donc ce commandant d'Avergne a procédé à des libérations massives au cours de l'été 1940. Il faut noter le rôle joué par la commission Kunt. Alors la commission Kunt, c'est une commission allemande dirigée par un haut fonctionnaire nazi des affaires étrangères qui s'est rendu au camp de Gurs pour procéder au rapatriement en Allemagne des femmes aryennes détenues dans le camp. Donc les femmes aryennes, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas juives, ont eu la possibilité de repartir en Allemagne à l'issue de la visite de cette commission Kunt. Alors que sont devenues ces femmes qui ont été libérées pendant l'été 1940 ? Alors celles qui sont parties en Allemagne, bien sûr, ils sont restés. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, ont fait allégeance à Hitler quand
quand la commission Kuhn s'est rendue au camp, hein, ce qui prouve qu'il n'y avait pas que des militantes anti-nazis non plus dans le camp. Donc ça concerne une minorité, hein, c'était environ 700 femmes allemandes qui étaient dans ce cas-là. 1 millier de femmes environ ont réussi à émigrer en Amérique, notamment Hannah Arendt. Et puis les autres, dans un premier temps, ont essayé de trouver un emploi et un logement autour du camp de Gurs, mais comme elles ne connaissaient personne, qu'elles étaient souvent fraîchement accueillies par la population locale, eh bien, la plupart sont revenus au camp. Si bien qu'il y a près de 2000 Gursiennes qui sont restées au camp de Gurs alors qu'elles auraient pu être libérées. Et d'ailleurs, pour beaucoup, ça leur coûtera la vie, puisqu'un certain nombre de ces femmes, on le verra après, seront déportées en 1942 et 1943 vers les camps d'extermination. Après cet épisode des indésirables, va s'ouvrir la page la plus sombre de l'histoire du camp de Gurs, qui est celle de l'internement des Juifs. Donc je vais vous présenter tout d'abord l'internement des Juifs du pays de Bade, puis ensuite nous verrons ensemble les conditions de vie à Gurs, etc., jusqu'aux déportations vers Auschwitz, qui correspondent bien sûr à l'épisode le plus dramatique de l'histoire du camp. La situation politique au 1er octobre 1940, c'est celle de l'occupation d'une partie de la France par l'Allemagne nazie. Donc j'ai représenté ici donc une carte qui montre la zone occupée qui se trouve à l'ouest et la zone libre qui est dirigée par le gouvernement de Vichy qui se trouve sur la partie est. Donc, globalement, on constate que, mis à part la Soule, tout le Pays basque se trouve en zone occupée, alors que le Béarn se trouve en zone libre. Le camp de Gurs présente la particularité d'être en zone non occupée, mais très près de la ligne de démarcation, puisque le camp de Gurs se trouve ici. Et la ligne de démarcation, comme vous le voyez, passait par Saint-Jean-Pied-de-Port, Sauveterre de Béarn, Orthez, Agetmo, etc. Donc la conséquence de cette situation, c'est que le camp de Gurs est sous administration française. Le camp de Gurs n'est absolument pas dirigé par les nazis ou par les Allemands. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon roman « Des barbelés français ». Jusqu'au bout, ce camp de Gurs aura été administré par des Français. Jusqu'à l'armistice, c'était les militaires qui dirigeaient le camp. C'était d'ailleurs les soldats du 18e régiment d'infanterie qui étaient les gardiens au camp de Gurs. Après l'armistice et la démilitarisation forcée de la France, le camp de Gurs est passé sous contrôle civil. Et donc la gestion et la direction du camp est sous la responsabilité du préfet des Basses-Pyrénées, qui a donc nommé un fonctionnaire qui est devenu le chef du camp. Au 1er octobre 1940, le camp ne compte plus que 3594 internés, puisque je viens de vous dire que la plupart des Gursiennes, des indésirables allemandes, ont été libérées au cours de l'été. Un certain nombre d'indésirables français aussi, hein, si bien que le camp ne comporte plus qu'un peu plus de 3000 internés. Les lois répressives contre les Juifs du 3 et du 4 octobre vont préparer de nouvelles vagues d'internement. Je reviens très rapidement sur ces lois. Alors, la loi du 3 octobre fixe un statut pour les Juifs français, interdisant aux Juifs français l'accès à certaines professions, la fonction publique, les médias, la presse, etc. Donc cette loi est assez connue. La deuxième, les moins, c'est une loi, la loi du 4 octobre, qui porte sur les Juifs étrangers. Et donc cette loi décrète que tous les Juifs étrangers sur le territoire français doivent être internés. Hein, c'est devenu la règle au moment du gouvernement de Vichy. Et donc, bien sûr, cette loi du 4 octobre va avoir des conséquences terribles pour les Juifs étrangers séjournant en France. En octobre va se passer un événement qui est peu connu et qui est vraiment intéressant, qui m'a beaucoup troublé quand je l'ai découvert. C'est les déportations suscitées par le plan Madagascar. Alors je vais expliquer ce qu'était le plan Madagascar.
Donc le plan Madagascar, c'est un plan échafaudé par Heydrich, un des hauts dignitaires nazis, qui réfléchissait à un moyen de déporter massivement les Juifs. Et donc après l'armistice, et donc l'invasion de la France, l'idée d'Heydrich, c'était d'utiliser les colonies françaises pour déporter massivement les Juifs. Le choix d'Heydrich s'est porté sur l'île de Madagascar, une colonie française qui présentait un certain nombre d'avantages. Une île éloignée, isolée, peu peuplée, très grande, d'où la possibilité d'y déporter un très grand nombre de Juifs. Donc c'est quand même étonnant de voir que avant donc la solution finale de 1942, il y avait dès le départ un projet de déportation massive des Juifs, et celui-là était le premier en juillet 1940. Et on va voir que la grande vague de déportation des Juifs vers Gurs en 1940 a pour origine ce plan Madagascar. En effet, le 22 et le 23 octobre, Heydrich fait appliquer la première phase du plan Madagascar en organisant la déportation de plus de 6000 Juifs des États allemands les plus proches de la France, le Pays de Bade, la Sarre et le Palatinat. Donc j'ai retrouvé sur Internet, dans des sites allemands, des photos laissées par des familles juives de ces déportations du 22 et du 23 octobre. Pendant la nuit du 22 au 23 octobre, la Gestapo a arrêté des milliers de familles donc dans ces États, leur demandant de prendre un simple bagage et 100 marks. Donc ces gens-là n'ont vraiment pas compris ce qui leur arrivait, puisqu'il n'y avait absolument aucun prémisse de cette rafle et de ces arrestations. On trouve dans les villes de ces landes allemands, notamment à Karlsruhe, à Mannheim, etc., des panneaux de ce type qui indiquent aujourd'hui la distance qui sépare la ville du camp de Gurs. Voilà. Donc ce panneau, on le trouve à Mannheim, on le trouve dans la plupart des villes du Pays de Bade, du Palatinat et du Pays de Sarre. Donc c'est Joseph Burkel, le gouverneur du Pays de Bade, qui a organisé cette rafle. Donc ces Juifs ont été acheminés vers la gare la plus proche, direction la France. Donc direction la France, les convois ont été bloqués à la gare de Chalon-sur-Saône. Alors pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le gouvernement de Vichy n'a même pas été informé de ce projet allemand d'Heydrich, et s'est donc opposé à la première réalisation de ce plan Madagascar, puisqu'en fait, le but des Allemands était de déporter massivement ces Juifs vers Madagascar. Donc le gouvernement de Vichy a considéré que ça outrepassait les accords d'armistice, et donc à la suite de négociations, le gouvernement de Vichy a obtenu que ces Juifs ne soient pas déportés vers Madagascar, mais en revanche, il a fallu que le gouvernement de Vichy leur trouve un lieu d'internement. Et donc ce lieu d'internement, ça a été le camp de Gurs. C'est la raison pour laquelle, le 24 et le 25 octobre, 6538 Juifs expulsés de ces régions sont arrivés au camp de Gurs. Alors pour en terminer avec le plan Madagascar, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de deuxième phase du plan Madagascar. Le plan a été abandonné. Il y avait un projet d'Heydrich de déporter massivement vers les colonies françaises les Juifs de Bohême-Moravie, qui correspond à l'actuelle République tchèque. Mais le gouvernement de Vichy s'est opposé catégoriquement à toute nouvelle entrée de déportés juifs vers la France, si bien qu'il n'y a plus de déportation vers l'ouest de l'Allemagne. À partir de ce moment-là, les Allemands ont déporté les Juifs vers l'est de l'Allemagne, c'est-à-dire vers la Pologne, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, etc. Vous avez ici une photo très émouvante de Martin Eckstein, qui est mort à Gurs, et qui a été déporté le 22 octobre 1940. Il y avait quelques enfants, puisque c'était des familles entières qui étaient déportées, mais la sociologie de la nouvelle population qui est internée à Gurs, c'est plutôt un profil de personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées,
de la bourgeoisie commerciale de Mannheim, de Karlsruhe, etc. Ces personnes âgées, beaucoup de femmes également, c'est pour ça que j'ai représenté des Badoises derrière les barbelés, des gens qui n'étaient absolument pas préparés à l'internement. La veille d'être déportés, ils ne s'y attendaient absolument pas, et sont arrivés à Gurs sans rien. Un simple bagage, pas de vêtements de rechange, pas d'argent, puisqu'ils n'avaient eu le droit que de prendre 100 marks. Il faut savoir aussi qu'en Allemagne, ces personnes-là ont été dépouillées de tous leurs biens. Tous leurs biens, maisons, appartements, etc. Le camp de Gurs est donc repeuplé, il va même devenir rapidement surpeuplé, puisque après l'arrivée des Badois, du 29 au 31 octobre, c'est l'arrivée de 3870 internés supplémentaires. Alors ces internés, on les appelle les Cyprienais parce que ils sont venus du camp de Saint-Cyprien. Alors en fait, ces Cyprienais, ce sont les indésirables allemands qui avaient été rassemblés, j'en ai parlé tout à l'heure, au stade Buffalo en mai 1940. Donc ils ont été internés ensuite au camp de Saint-Cyprien, mais comme le camp de Saint-Cyprien a été inondé, il a fallu d'urgence les rapatrier vers Gurs. Si bien qu'après l'arrivée des Badois et des Cyprianais, la population du camp arrive à un nombre de 14 254 détenus, donc un camp surpeuplé à la veille d'un hiver terrible, l'un des plus terribles qu'aura connu le Béarn, et dans des installations qui n'ont pas supporté l'usure du temps, qui sont complètement délabrées. La période qui suit est une période dramatique dans l'histoire du camp de Gurs. En effet, le terrible hiver 1940-41 va terrasser la population des Badois qui viennent de s'installer au camp. Sur les 1037 décès du camp de Gurs, pendant la période de Vichy, 619 ont eu lieu au cours de l'hiver 40 à 41. Et 61,9% sont des Badois arrivés en octobre. La plupart des victimes sont des personnes âgées, si bien que certains historiens ont sous-estimé les décès au camp de Gurs au cours de cette période. Ceci dit, quand on regarde les statistiques de mortalité à la même période de la population entre 60 et 80 ans, on constate qu'à Gurs, elle a été 20 fois supérieure. Donc ça prouve que ce n'est pas seulement parce que ces personnes étaient âgées qu'elles sont décédées au camp de Gurs. D'après Claude Lahari, dont je m'inspire bien sûr beaucoup dans cette conférence, comme Jean-Claude, le bilan est largement sous-estimé. En effet, à l'issue de ce terrible hiver 40-41, la plupart des personnes en fin de vie, très malades, affaiblies, ont été transférées dans des camps mieux équipés sur le plan sanitaire, notamment le camp de Noé ou de Recebedou. Et la plupart de ces personnes transférées à Noé et Recebedou sont mortes au cours du printemps 41. Donc on peut ajouter facilement entre 500 et 1000 morts pour avoir le décompte de tous ces décès survenus au cours de l'hiver 40-41. Vous avez une image du cimetière de Gurs en 1941, donc un terrain vague, avec de simples pancartes pour indiquer les noms des disparus. Vous avez, j'ai retrouvé, ça c'est une photo rare que j'ai retrouvée, la photo du camion qui servait à ensevelir les morts. Donc on stockait tous les jours des cercueils sur ce camion pour aller ensevelir les personnes décédées. Alors pourquoi il y a eu ce désastre humanitaire en 40 et 41, désastre humanitaire qui est peu connu, qui est même passé inaperçu à l'époque. D'abord parce que l'hiver était très rigoureux, je l'ai dit, parce que les installations étaient délabrées, parce qu'elles n'avaient pas résisté aux épreuves du temps, à cause de la boue également. La boue, c'était un fléau à Gurs. Le camp de Gurs était sur un terrain hyper marécageux. Si vous allez au camp de Gurs, quand il pleut, vous verrez qu'il y a des mares partout. C'est un terrain argileux qui n'est absolument pas drainé. Et donc, pendant toute la période, de 39 à 45, les détenus ont pataugé dans la boue. Et la boue s'incrustait partout, dans les habits,
les aliments, empêcher les personnes les plus âgées de se rendre aux toilettes, de se rendre au lavabo, etc. Un facteur aggravant a été que pendant cette période, en 40-41, l'administration du camp de Gurs a été hyper répressive. À cette période, les îlots étaient bouclés d'une ceinture de barbelés, le camp était ceinturé d'une deuxième ceinture de barbelés, et il y avait interdiction totale de quitter l'îlot. Autrement dit, en ce qui concerne les Badois, par exemple, une Badoise qui était dans un îlot de femmes ne pouvait pas aller voir son mari qui se trouvait dans l'îlot à côté. Donc il y avait une interdiction complète de circuler dans le camp, une censure totale du courrier et une interdiction pour toute la population étrangère de s'installer dans un cercle de 30 km autour du camp de Gurs. Donc un hiver rigoureux, des installations insalubres, une répression terrible exercée par l'administration du camp, et puis d'effroyables conditions de vie que je vais décrire plus en détail. Avec la boue, le fléau majeur de Gurs a été la faim. Dans une moindre mesure en 39-40, mais on peut dire malgré tout que la faim a été un fléau constant à Gurs. Les détenus ont été en permanence affamés. Alors pour nourrir les détenus du camp de Gurs, ce n'était pas une contrepartie d'un travail, puisque le camp de Gurs n'était pas un camp de travail. Il y avait donc des rations théoriques qui étaient allouées par le ministère de l'Intérieur aux détenus. Donc ces rations théoriques figurent en noir. Et il se trouve que les intendants du camp de Gurs n'ont pas interprété ces rations comme des minima, mais comme des rations maximales. C'est-à-dire que leur objectif, c'était de faire des économies au pays, et donc d'économiser sur la nourriture des détenus. D'autre part, d'après Claude Lahari, une grande partie de l'alimentation destinée aux détenus a été détournée par le personnel administratif du camp. Donc les rations réelles, comme vous le constatez, ont été bien inférieures aux rations théoriques, et le résultat a été une sous-alimentation chronique des détenus, sous-alimentation particulièrement forte pendant l'hiver 40-41, dans la mesure où les organisations humanitaires qui viendront ensuite au camp de Gurs, et dont je vais parler aussi, ne sont pas encore vraiment installés dans le camp, viennent s'installer dans le camp. Donc beaucoup de détenus sont affamés, certains meurent de faim. En plus de la sous-alimentation, la nourriture est de mauvaise qualité et souvent avariée. Alors pourquoi est-elle avariée? Tout simplement parce qu'elle est stockée dans la baraque que vous voyez à droite, au-delà du tas de charbon qui servait à chauffer le camp. Ces baraques, appelées baraques des subsistances, n'offraient aucune garantie pour la conservation des aliments. Les aliments étaient conservés dans des pains de glace. D'après les archives du camp, on commandait la nourriture également en grande quantité, ce qui rendait la conservation particulièrement difficile. Donc, une insuffisance de nourriture, une nourriture de mauvaise qualité et souvent avariée, des conditions sanitaires absolument déplorables, surtout pendant l'hiver 40 et 41. Les problèmes d'hygiène sont énormes à Gurs. Pourquoi? Parce que les installations sont insalubres, le camp est surpeuplé, il y a une promiscuité dans les baraques qui explique que les maladies se répandent très rapidement. Les détenus souffrent des poux, de la vermine, des rats. Ils ont une situation qui peut être comparée un peu à celle des poilus dans les tranchées pendant cet hiver 40-41. Donc, la faim et ces conditions d'hygiène effroyables entraînent des maladies. La principale, c'est la dysenterie, exactement comme dans les tranchées, mais aussi les œdèmes de la faim, des maladies respiratoires, la tuberculose, etc., à une période au cours de l'hiver 40-41 où il n'y a aucun moyen de lutter contre les maladies parce qu'il y a une pénurie complète de médicaments, il n'y a pas de médecin, l'hôpital central ne sert à rien, c'est un mouroir. Il faut ajouter bien sûr à ces souffrances physiques des troubles nerveux que vous imaginez, surtout pendant cet hiver 40-41, des dépressions nerveuses profondes, des états proches de la folie, autrement dit une situation catastrophique au niveau matériel, au niveau moral, et c'est bien sûr dans ces conditions de vie effroyables
qu'il faut trouver les principales causes des décès de l'hiver 40-41. Pour améliorer l'ordinaire, pour essayer de manger à leur faim, eh bien, les détenus, bien sûr, ont utilisé le marché noir. Alors, pour qu'il y ait marché noir à Gurs, il fallait qu'il y ait bien sûr des demandeurs. C'est le cas des détenus, vous avez compris pourquoi. Mais il fallait aussi des offreurs. Et les offreurs, c'était les paysans sous le terre et les Béarnais, qui ont profité, il faut quand même le dire, de la population du camp pour faire du marché noir, pour vendre des marchandises à des prix prohibitifs. Bon, c'est le gouvernement de Vichy, c'est une période de rationnement. Et donc, bien sûr, le marché noir est très important. À Gurs, il sera très intense. Les prix pratiqués, vous le constatez, j'ai pris quelques exemples de produits pour vous montrer les augmentations de prix pratiquées par les paysans. Comment se faisait le paiement des transactions? Ça, c'est un problème qui a été difficile à résoudre pour les historiens. En effet, j'ai dit tout à l'heure, la plupart des juifs badois qui ont été internés en octobre sont démunis de tout. C'est peut-être des gens qui étaient riches quand ils étaient chez eux, mais qui arrivent sans rien. Donc il se trouve que parmi les détenus, il y en a qui ont quand même de l'argent. Ce sont en particulier les indésirables allemandes qui sont restés au camp. Et donc celles dont j'ai parlé, qui ont été internées en 1940. Le paiement de transactions se fait en fait avec tous les objets de valeur que possèdent les détenus, c'est-à-dire les bijoux de famille, des œuvres d'art pour les artistes internés dans le camp. J'en parlerai tout à l'heure. Des artistes de très grande notoriété, des artistes très célèbres ont été internés au camp de Gurs pendant la période de Vichy. Et puis il y a eu une prostitution également très importante. Autrement dit, des femmes payaient avec leur corps pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre en obtenant de la nourriture supplémentaire. Alors bien sûr, tout ce que je dis là n'est bien sûr pas à l'honneur des populations voisines qui entouraient le camp. Mais bon, c'est une réalité qui a été constatée par toutes les affaires jugées au tribunal de Laurent, au tribunal de Pau, dont on possède les archives. Et il y a énormément d'affaires qui concernent le marché noir. Pour qu'il y ait marché noir, il fallait aussi qu'il y ait des intermédiaires entre les fermiers, les paysans et puis les détenus du camp. Donc il y a eu plusieurs personnes, plusieurs types d'intermédiaires dans ce trafic. Tout d'abord, en octobre et novembre 1940, les cantinières d'îlots ont joué ce rôle d'intermédiaires. Alors, les cantinières d'îlots, c'était des détenus, des femmes en général, qui étaient autorisées à s'approvisionner sur les marchés de Navarinx, sur les marchés de Montléon, sur les marchés environnants, pour approvisionner la cantine d'îlots. Et donc, bien sûr, les fermiers ont profité de la venue de ces cantinières pour vendre les marchandises à des prix prohibitifs. Et c'est justement en constatant ce marché noir que le chef de camp a décidé de supprimer les cantinières d'îlots en novembre 1940. Les Espagnols, donc les républicains espagnols qui sont restés au camp, qui sont dans la 182e compagnie de travail étranger, ont aussi été des acteurs du marché noir. Alors il faut savoir que ces détenus républicains qui sont restés au camp de Gurs bénéficiaient de conditions d'hébergement plus favorables que les autres en échange de travaux d'entretien dans le camp. Donc c'était ces Espagnols qui étaient chargés de l'entretien, de la préparation des baraques, etc. Alors ils avaient l'occasion de sortir du camp, et ils bénéficiaient davantage liberté que les détenus juifs, et donc certains en ont profité pour faire du marché noir et pour donc vendre des marchandises aux détenus. On a souvent d'ailleurs beaucoup historiquement accusé les gardiens espagnols pour masquer le rôle qu'ont joué également les gardiens. Alors, il faut savoir que les gardiens pendant la période de Vichy, ce sont des jeunes en général, des jeunes basques ou béarnais, des sous-lutins ou des béarnais qui sont embauchés, qui sont très très mal payés, très mal logés, et qui ont profité de leur rôle, bien sûr, de leur présence permanente dans le camp auprès des détenus pour servir d'intermédiaires
dans le marché noir. Des internés permissionnaires, quand il y a eu des permissions, ont aussi activé ce marché. Et je citerai pour terminer le rôle des mercantis. Alors les mercantis, c'était des gargotes, des espèces de baraques en bois qui faisaient office autour du camp de Gurs de bars et de restaurants pour le personnel administratif et pour les gardiens du camp. Donc, qui étaient aussi des maisons de passe. Hein. Et c'est dans ces sinistres gargotes que se faisaient souvent les opérations du marché noir. Pour améliorer les terribles conditions de vie des détenus de Gurs, il y a eu, heureusement, je dirais, les œuvres philanthropiques. Alors les œuvres philanthropiques, on les appelle aujourd'hui les ONG, les organisations non gouvernementales. Donc à l'époque, ces associations humanitaires étaient appelées les œuvres philanthropiques. Elles ont eu l'autorisation de s'installer au camp à partir de l'hiver 40-41. C'est justement parce que ces associations ont été émues de tous ces décès, de ce désastre humanitaire de l'hiver 40-41, qu'elles ont demandé au chef de camp l'autorisation de s'installer à Gurs. Se sont installés donc au camp de Gurs le Secours Suisse d'abord, donc une organisation humanitaire suisse qui a délégué au camp de Gurs Elsbeth Kasser, qui est restée pendant quasiment toute la période de Vichy au camp de Gurs. Alors Elsbeth Kasser, on l'appelait l'ange de Gurs, c'était une infirmière qui s'occupait surtout des enfants, des femmes enceintes, etc., et qui a joué un rôle exceptionnel de bénévolat pendant la période de Vichy. La CIMAD, ou le Secours protestant, a également joué un rôle majeur. C'est donc deux de ses membres, Jeanne Merle-Daubigné et Suzanne Hayet, se sont installés aussi au camp de Gurs et ont vécu le quotidien des détenus. Les Quakers américains ont joué un rôle essentiel pour améliorer l'alimentation du camp de Gurs. Et bien sûr, des associations juives, des œuvres juives, se sont aussi implantées dans le camp, regroupées en novembre 1941 au sein de l'UGIF. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'y a pas de présence d'associations catholiques au sein pendant la période de Vichy. Donc, ce sont vraiment ces organisations qui ont joué un rôle humanitaire majeur. Alors, le rôle de ces œuvres philanthropiques, c'est d'abord d'améliorer le quotidien matériel des internés. Alors ça, ce sont surtout les Quakers américains et le Secours suisse qui vont procurer aux détenus des suppléments de nourriture, de la nourriture de meilleure qualité, des équipements aussi du type étagères, placards, etc., pour améliorer le confort des internés. En plus du soutien matériel, le but de ces associations, c'était d'offrir un soutien moral aux détenus. Je l'ai dit tout à l'heure, le camp de Gurs n'était pas un camp de travail, donc on s'y ennuyait toute la journée, il n'y avait vraiment rien à faire. Et les associations humanitaires ont développé l'enseignement pour les enfants. Vous avez sur la photo du haut une salle de classe avec Elsbeth Kasser, donc l'infirmière du Secours suisse, qui s'est occupée de l'éducation des enfants pendant la période de Vichy. Les associations humanitaires ont également développé des activités de jardinage sur l'ancien terrain de sport avec l'accord du chef de camp. Alors ce jardin avait peu de rendement et servait surtout à améliorer le moral des internés. Les activités intellectuelles ont été favorisées par la CIMAD notamment, qui a créé une bibliothèque avec plusieurs centaines de livres en français et en allemand. Les associations humanitaires ont aussi défendu le droit des détenus à chaque fois qu'elles le pouvaient, pris la défense des détenus face à l'administration du camp. En complément de ces œuvres humanitaires, les détenus se sont aussi pris en charge eux-mêmes en créant des organismes d'assistance, notamment le comité central d'assistance créé par le rabbin Ansbacher, qui était détenu au camp de Gurs. Et sur l'initiative de ce comité central d'assistance, une coopérative d'achat a été créée à partir des suppléments d'alimentation fournis par les Quakers et le Secours suisse. Je vais parler maintenant, ce sera un petit peu plus souriant, des activités artistiques à Gurs. En effet, la période de Vichy a été une période d'intense création artistique à Gurs dans tous les domaines de l'art. Le dessin, la peinture, la musique, la poésie, le théâtre, le cabaret.
En effet, il y avait à Gurs des artistes juifs qui étaient parmi les plus célèbres de leur temps, hein, les plus talentueux. Et donc ces artistes nous ont laissé des œuvres qu'ils créaient pendant leur détention à Gurs. Alors ces œuvres, vous avez par exemple ici un dessin de Kurt Loh et Karl Bodeck, qui étaient des peintres et dessinateurs autrichiens, inséparables dans la vie comme dans l'art. Et cette première image vous montre que le thème de l'art à Gurs, c'était le camp lui-même, c'est-à-dire les conditions de détention, la détresse des détenus, etc. Horst Rosenthal a diffusé une BD, d'ailleurs, parmi les internés, inspirée de Mickey. Donc son idée, c'était une visite de Mickey au camp de Gurs. Et c'était une manière pour Rosenthal de montrer l'absurdité, hein, de l'administration du camp de Gurs. Ici, par exemple, hein, Mickey se présente donc à l'administration du camp et on lui demande quel est le nom de votre père, Walt Disney, le nom de votre mère, je n'ai pas de mère. Vous n'avez pas de mère, vous foutez de ma gueule. Non, j'ai pas de mère. Bon, enfin passons, venons-en à l'essentiel. Vous êtes juif, plaît-il? Je vous demande si vous êtes juif. Et honteusement, j'avouais que j'étais juif. Autre image de toujours des aventures de Mickey au camp de Gurs. Donc là c'est en anglais, donc je vais traduire. C'est tout simplement des détenus du camp qui proposent à Mickey d'échanger des haricots blancs contre des cigarettes américaines. Voilà. Pour montrer à la fois le marché noir et puis l'état de dénuement dans lequel vivaient les détenus de Gurs. Karl Schwesig est aussi un artiste célèbre en Allemagne avant son internement. Donc il a fait beaucoup de dessins de timbres à la plume qui montraient les réalités de la vie quotidienne au camp de Gurs. Alors, il faut savoir que le but de l'art à Gurs, c'est d'abord d'essayer de montrer au monde la réalité de l'internement, mais c'est aussi un moyen de survivre. C'est un moyen de dépasser les souffrances physiques et morales à travers l'art. On trouve beaucoup de portraits d'internés également. Hein. Léon Béraudy au camp de Gurs, c'est avant la période juive, en 1940. Julius Turner qui a fait des centaines de portraits d'internés du camp de Gurs. Il n'y avait pas seulement des artistes célèbres, il y avait aussi de très grands musiciens de l'époque qui étaient internés. Donc j'en ai cité quelques-uns. Fritz Brunner, premier violon du Philharmonique de Vienne, Hans Ebeke, spécialiste de Bach, organiste de la cathédrale de Strasbourg, Hans Meyerowitz, l'un des plus grands compositeurs de son temps en musique classique, Kurt Lewald, pianiste, et Alfred Nathan, qui faisait des spectacles. La plupart de ces détenus, juifs, artistes célèbres, vont être déportés et finir leur vie à Auschwitz. La chanson, la poésie, c'était aussi des moyens de dépasser le quotidien de Gurs, d'essayer d'oublier ses souffrances. Donc j'ai retrouvé ici les paroles de la chanson de Gurs qui se chantait sur un air de tango. Donc dans les Basses-Pyrénées, il y a un lieu où il n'y a que des baraques, même pas un arbre ne peut y entrer, que celui qui n'a aucun droit au monde et celui qui y pénètre est séparé du monde par des barbelés. Dans les Basses-Pyrénées, on y surveille le plus pauvre, celui qui n'a rien fait de mal. Étranger, si tu étais l'un d'eux, tu le vérifierais de toi-même. Il n'y a que des damnés au camp de Gurs. À partir de mars 1941, après le terrible hiver que j'ai décrit, la situation va s'améliorer. Par la grâce d'un chef de camp plus bienveillant, il va y avoir un contexte favorable à l'explosion de la vie culturelle à Gurs. Alors ce contexte est favorable pourquoi? D'abord parce qu'à partir du printemps, il fait beau, hein, donc les conditions matérielles s'améliorent. Le chef de camp supprime en octobre les barbelés intérieurs et instaure, ça a été vraiment un soulagement énorme pour les détenus, il a instauré la liberté de circulation entre les îlots. Ce qui veut dire, par exemple, que des membres d'une même famille qui étaient dans des îlots différents ont pu enfin se retrouver. Il faut savoir d'ailleurs, c'est une anecdote que je cite dans les barbelés français parce qu'elle m'a beaucoup choqué. Il faut savoir qu'avant cette période, pour se voir, les membres d'une même famille assistaient à tous les enterrements. Parce que c'était le seul moyen d'aller voir, même s'ils ne connaissaient pas les personnes décédées, c'était le seul moyen de retrouver sa femme, son mari, qui était dans un autre îlot du camp.
Le chef de camp a même proposé lui-même que dans chaque îlot, une baraque soit dédiée à la culture. Alors c'était possible parce qu'après les décès de l'hiver 41, de la place s'est libérée. Et dans ces baraques de la culture, des spectacles de très très grande qualité ont été donnés, des concerts, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des spectacles de cabaret, qui regroupaient l'ensemble des activités artistiques, concerts, théâtre, chant, etc. Donc vous avez ici le programme d'Allo Radio Polyglotte, un spectacle d'Alfred Nathan. Alors à ces spectacles assistaient les détenus, bien sûr, mais aussi le personnel du camp. Et c'était ce qui faisait dire à l'extérieur du camp que ces juifs, finalement, ils ne devaient pas être si mal que ça, puisque ils assistent à des spectacles, etc. Voilà. Je vais maintenant en venir donc à la fin de mon exposé avec les déportations de 42 et 43, en application de la solution finale décidée en janvier 42 par Hitler et les hauts dignitaires nazis. Il y a eu 6 vagues de déportation des juifs de Gurs vers Auschwitz. Donc 4 vagues pendant l'été 42. L'été 42, célèbre avec bien sûr la rafle du Veldiv, c'est l'époque bien sûr de toutes les grandes rafles et des déportations nazies vers les camps de concentration. Donc le premier convoi a déporté 800 personnes, 850, 60, 502, 925, un total de 3907 juifs ont été déportés de Gurs vers Auschwitz en 42 et 43, aucun n'est revenu. Donc on connaît la liste de tous ceux qui ont été déportés, elle se figure dans les archives du camp de Gurs, aucun n'est revenu des camps d'extermination. Et on peut même dire que le bilan est encore plus lourd, puisqu'un grand nombre de juifs de Gurs ont été transférés pendant la période dans d'autres camps. On estime que 14 000 juifs déportés dans les autres camps ont également été déportés à Auschwitz. Ce qui veut dire que environ 14 500 personnes sur les 18 185 détenus de Gurs pendant la période de Vichy sont morts dans les camps d'extermination. Alors comment se sont déroulées les opérations? Alors au cours des premiers, donc c'est d'après les témoignages, ce sont les témoignages des détenus qui nous permettent de savoir dans quelles conditions se sont passées ces déportations. Donc pour les premiers convois, les convois de l'été, ce qui dominait c'était l'abattement, l'angoisse, la résignation. Le 5 août 1942, les gardiens-chefs sont venus dans les îlots pour énumérer le nom de ceux qui devaient partir. Donc c'était tous les juifs de la lettre A jusqu'à la lettre N. Ils ont reçu l'ordre, ces juifs, de se rendre pour le soir au secrétariat du camp. On leur a remis quelques effets qui leur appartenaient, ils avaient déposé en arrivant. Ils ont été rassemblés ensuite dans les hangars Bessonneau, que je vous ai présenté au début de mon intervention. Et donc, au petit matin, des camions sont venus les chercher et les ont acheminés à la gare de Laurent, direction Drancy, où ils ont été, il y a eu un transit qui a duré à peu près une journée, et ensuite direction Auschwitz-Birkenau. Le 8 août, ce sont les juifs dont le nom commence par la lettre N jusqu'à la lettre Z qui ont été déportés. Alors ces listes, elles étaient établies par le chef de camp lui-même. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'en fait, le capitaine Dannecker, qui était le responsable en France de la déportation des Juifs, a engagé le chef de camp sur des quotas. Donc il avait des quotas de Juifs à inscrire sur les convois. Et il se trouve qu'on verra tout à l'heure que dans ces listes, tout le monde pouvait être concerné, juif, pas juif, les vérifications étaient relativement sévères. Le chef de camp a même permis qu'il y ait des substitutions. C'est-à-dire a permis à certains d'être rayés des listes de départ, à condition qu'ils soient remplacés par un autre. Autrement dit, c'était vraiment un droit de vie ou de mort sur les détenus. Alors, est-ce que le chef de camp était au courant de la destination finale des internés? Ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas.
il semble que, au départ, il ne le savait pas. Il est presque sûr que pour les convois de 1943, tout le monde était au courant, dans la mesure où Radio Londres avait diffusé à ce moment-là des informations sur l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz. Donc les premiers convois se sont passés dans une ambiance de tristesse, d'abattement, de résignation. Il y a eu un changement à partir du troisième convoi du 28 août. En effet, ceux qui restaient ne voulaient plus partir. Ils se doutaient qu'ils n'allaient jamais revenir. Ils ne savaient pas quelle était la destination, mais ils se doutaient qu'il s'agissait d'une déportation vers l'Allemagne. Et donc, des mouvements de résistance sont apparus à partir du 28 août. Des mouvements de résistance très très forts qui sont allés jusqu'à l'insulte, jusqu'à des affrontements, même avec les gendarmes venus superviser la déportation. Pour mettre fin à ce désordre, le chef de camp a modifié le 1er septembre les conditions de départ en isolant tous les candidats au départ dans un îlot. C'est ce qui a permis au chef de camp de rétablir l'ordre, de faire en sorte que les déportations suivantes se passent dans le calme. Donc connaissait-il le sort qui leur était réservé, ces déportés? Donc je viens de dire, certainement pas en 1942, peut-être en 1943. Même si la rumeur circulait, on ne voulait pas admettre. On ne voulait pas admettre, on trouvait ça trop inimaginable. Mais les détenus savaient quand même que c'était très grave et que certainement l'issue qui leur aurait été proposée était tragique. Le profil des déportés gursiens, c'est 95,2% de juifs, bien sûr, puisque c'était les premiers concernés par la solution finale. Mais on trouve aussi 185 ariens qui ont terminé leur vie dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Alors parmi ces 185 ariens, il y en a 45 environ qui étaient des conjoints ariens de juifs qui ont voulu accompagner leur époux ou leur épouse dans ce voyage. Mais il y a aussi des personnes, il y a 140 personnes qui sont recensées dans les déportés et qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas conjoints de juifs. Parmi ces personnes, on trouve notamment ces gursiennes, les indésirables allemandes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces réfugiés politiques en France, militants anti-nazis. Et Lilo Petersen leur a consacré un ouvrage qui s'appelle Les Oubliés, pour dire que parmi les déportés vers Auschwitz, il y avait aussi ces militants anti-nazis qui, je vous le rappelle, ont été internés à Gurs, non pas par le gouvernement de Vichy, mais par le gouvernement d'Aladi. Donc certaines, internées en mai 1940 au camp de Gurs, ont fini leur vie à Auschwitz. Un petit mot quand même sur les réactions face aux déportations. Les gardiens, bon, j'ai été sévère avec les gardiens pour leur rôle sur le marché noir. Il faut reconnaître, d'après les archives et les témoignages, que beaucoup de gardiens ont essayé d'aider les détenus. Certains les ont cachés, certains ont même organisé leurs évasions. Alors on n'a aucun chiffre des évasions de juifs pendant la période des déportations. Il y en a eu très très peu, tout simplement parce que le camp était encerclé de gendarmes et c'était très difficile de sortir. Mais un certain nombre de gardiens ont joué un rôle humanitaire, ont caché les détenus, ont essayé de les faire évader. Les œuvres philanthropiques ont été prises complètement au dépourvu par ces déportations qu'elles n'avaient absolument pas anticipées, qu'elles n'avaient pas prévues. Et beaucoup de ces responsables des œuvres humanitaires, comme Madeleine Barrault, ont regretté ensuite, l'ont écrit, de ne pas avoir aidé à libérer ces détenus plutôt qu'à se contenter d'améliorer leurs conditions de vie. Ça a été le grand regret de ces œuvres philanthropiques, de s'être, je dirais, contenté d'améliorer le sort des internés plutôt que de les aider à se libérer. Quant à la population locale, eh bien, elle était bien sûr au courant de ces déplacements massifs de détenus, puisqu'il y avait un intense trafic de camions sur la route d'Oloron. Il semble que la population se satisfaisait qu'on ferme ce camp de misère, mais la population n'était absolument pas au courant qu'il s'agissait de déportation vers Auschwitz.
Ils n'avaient aucun moyen de le savoir, dans la mesure où la population locale n'en a pas dit un mot et que le camp était quand même très isolé de la population extérieure. Pour terminer, je dirais qu'après ces déportations, bien sûr, le camp s'est retrouvé complètement vidé. La résistance, qui apparaît bien sûr en 1943, qui est très forte, très organisée en Soule et en Béarn, va faire réaliser le 25 septembre 1943 un coup de main sur le camp de Gurs, en dévalisant toute l'armurerie du camp. Donc cette opération du 25 septembre 1943 a été organisée par Clément de Jory-Guibéry, qui était le chef de l'armée secrète du secteur de Mauléon. Et donc, deux commandos de Mauléon et de Navarinx, qui comportaient 21 hommes, ont donc dévalisé le camp de Gurs avec le soutien et l'aide de certains gardiens, notamment le gardien-chef Boutry, hein, qui a joué un rôle essentiel dans ce coup de main de la résistance au camp de Gurs. Alors, voyant que le camp ne pouvait plus être protégé, voyant qu'il y avait quasiment plus de détenus, le ministère de l'Intérieur a décidé de fermer le camp de Gurs le 1er novembre 1943 pour le réouvrir dès le printemps 1944 pour y loger des gitans, pour y enfermer des gitans. Ensuite, en 1944 et 1945, le camp est resté ouvert pour y interner des collaborateurs français, des prisonniers de guerre allemands, détenus par la résistance, soulotine et béarnaise. Mais aussi, et ça c'est absolument incroyable, on a détenu en 1944 des républicains espagnols qui ont essayé de soulever la population contre Franco en Aragon, qui ont échoué, qui sont revenus en France après leur échec. Et la seule chose, bien sûr, qu'a fait le gouvernement français, c'est de les interner au camp de Gurs. Bon, ils ne sont pas restés longtemps, mais c'est quand même significatif d'une injustice incroyable. Le camp de Gurs a été dissous le 31 décembre 1945. Le 31 décembre 1945, les baraques des détenus ont été incendiées, brûlées, jusqu'à qu'il n'en reste plus que cendres. Les baraques des gardiens qui étaient en meilleur état ont été vendues à Oloron. Et puis, on a planté une forêt. On a planté une forêt pour effacer la mémoire du camp, pour effacer la honte, bien sûr, de cette page peu glorieuse de notre histoire locale. Voilà, c'est terminé.